Quel est ce paysage aujourd'hui de la formation de l'humanitaire, qui, depuis les métiers effectivement de terrain jusqu'aux formations universitaires, on parlera tout à l'heure, après l'intervention de Benoît, sur l'adaptation de l'offre et de la demande, mais déjà, quelles sont ces formations sur quoi débouchent-elles? Micro peut-être. Oui, bonsoir Christian. Très rapidement, parce que je ne pourrais pas intervenir immédiatement, là. Je crois qu'on plusieurs caractéristiques. D'abord, elles se sont multipliées, elles sont nombreuses, et ça pose une vraie question par rapport aussi aux perspectives pour ceux qui les suivent. Deuxièmement, elles ne sont pas fréquentées que par des étudiants en formation initiale. Il y a aussi un certain nombre... alors que normalement, notamment les universités, c'est moins le cas pour Bioforce, mais les universités sont plutôt axées sur les formations initiales, donc elles sont aussi fréquentées, c'est le cas au Master de Paris 1 que tu évoquais, elles sont fréquentées par des gens qui soit veulent réorienter leur parcours professionnel, qui viennent d'autres milieux, soit ont déjà eu un début de parcours professionnel dans le milieu non gouvernemental, dans le milieu humanitaire, et souhaitent... revenir à l'université pour acquérir un certain nombre, plutôt non pas de savoir-faire, mais d'un certain nombre d'approches théoriques ou conceptuelles. Et puis, elle reste, en dépit de toute une série d'efforts qui ont été faits ces dernières années, relativement, comment dire, mono-nationalo-centrée et assez peu européanisée et assez peu internationalisée. C'est moins le cas à Genève, où effectivement il y a de gros efforts qui ont été faits. Il y a des réseaux européens qui existent, comme le réseau NOAA, qui rassemble donc pour chaque pays de l'Union européenne une université, mais tout ça fonctionnait un petit peu en circuit fermé. Et il y a assez peu, de ce point de vue, d'internationalisation. Enfin, on travaille sur l'international dans des cadres qui sont plutôt nationaux. Alors ça résulte aussi des contraintes académiques et des contraintes, des nécessités de ce qui est imposé aux formations, mais ça pose effectivement une série de questions. Et ça pose aussi la question de à quoi forme-t-on et pourquoi forme-t-on, et puisque on est de moins en moins, voire plutôt dans la substitution. Donc à quoi forme-t-on? Et il n'y a pas véritablement, de ce point de vue, de réflexion qui sont lancées. Pour lancer une petite pique un peu provocatrice, et je m'arrêterai sur ça, en France, le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur a tendance à habiliter peut-être un peu trop facilement toute une série de formations, parce que ça répond à des logiques académiques ou des logiques institutionnelles, mais ça n'est pas, en tout cas, construit autour à la fois de l'offre et des débouchés. Alors l'offre et la demande, on va évoquer ça dans un instant, mais déjà regardons aussi le témoignage de Benoît Silve, le directeur général de Bioforce à Lyon. Alors, à Vénissieux, on a 260 personnes en formation longue professionnelle, une partie sous statut d'étudiant et puis la grande majorité sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle, pour des formations qui vont du niveau 1, donc Bac plus 5 à peu près, au niveau 3. Donc sur les thématiques du support, tu connais bien la logistique, l'administration, la coordination de programmes et puis la conduite de projets d'eau, hygiène et assainissement. Et puis également un programme de formation courte en Afrique ou sur demande pour des organisations, que ce soit des organisations internationales ou des organisations de solidarité. Ces 3 dernières années en Afrique, on a formé plus de 400 personnes, donc sur des thématiques très variées. Et puis bien sûr, on intervient avec l'UNICEF dans le cadre des clusters sur l'eau et l'assainissement, et également des aspects techniques de la logistique, la gestion d'un parc véhicule et autres.
donc pour différents acteurs qui expriment un besoin spécifique. Alors c'est vrai que depuis 27 ans, ça fait une paye, comme on dit, hein, ça fait pas mal de gens qui sont passés par Bioforce, surtout qu'on a bien développé la présence dans les formations ces dernières années, hein, 260, ça commence à faire. Donc on peut estimer qu'il y a plus de 3000 personnes qui sont passées dans les formations. Et la dernière enquête qu'on avait faite montrait à peu près la moitié de cette population qui était encore dans la solidarité internationale ou nationale. C'est vrai que l'histoire de Bioforce qui consiste à créer du lien finalement entre le concept et la réalisation, c'est-à-dire offrir aux spécialistes la capacité technique d'agir, ça veut dire de l'énergie, de la lumière pour le chirurgien qui opère, des réfrigérateurs pour les gens qui transportent des vaccins thermosensibles. Donc tout ça, ce sont des fonctions qui sont extrêmement importantes, souvent négligées, très transversales, qui parfois d'ailleurs n'est pas un atout pour les porter. Et ça, on l'a conservé. On a néanmoins développé d'autres compétences plus managériales je l'ai dit, sur la coordination de projet. Et également, on voit l'évolution sur l'eau et l'assainissement d'une formation technique qui s'appelait d'ailleurs TESI, technicien eau et assainissement, et qui devient responsable de projet eau, hygiène et assainissement. Donc on a accompagné aussi, en fonction des besoins, quelque part une évolution des compétences. On cherche à être très cohérent sur cette notion de fonction support. On veut offrir aux spécialistes pointus un cadre de travail qui leur permet d'être performants. Oui, alors il y a la volonté de développer des programmes de formation, pourquoi pas, sous la forme d'une école Bioforce dans les pays du Sud. Il y a également la forte volonté, et je dirais que c'est le défi le plus difficile que l'on a à relever à Bioforce, continuer à intégrer en nombre significatif, hein, j'estime que 20% c'est un minimum, de gens du Sud dans les formations Bioforce. Donc encore une fois, non seulement parce que c'est un devoir éthique, mais qu'en plus c'est une condition de réussite des formations, et comme on l'a dit, on voit passer 260 personnes par an dans ces formations, donc ce brassage est une condition qui va influencer en matière de ressources humaines l'état d'esprit, mais fondamentalement, c'est-à-dire la base même, la capacité comportementale et relationnelle des futurs acteurs de l'humanitaire. Et quand on pose la question de savoir quel est l'enjeu de ressources humaines pour demain, j'estime que c'est celui que je voudrais mentionner en premier en tous les cas. Quand on s'en souvient, Bioforce a été créé à partir de la vaccination contre la méningite africaine au Brésil en 1974, où on a vu l'importance de la logistique. Quelque part, on voit ainsi, sur cet exemple, qu'on fait le lien entre l'idée originale de Charles Mérieux et ce qu'on développe actuellement, qui ne sont pas tellement des idées nouvelles, mais des façons nouvelles de continuer l'héritage de Charles Mérieux. Très bien, donc voilà le témoignage de Bioforce qui garantit un certain nombre d'années déjà de formation, avec Benoît Sive qui pose un certain nombre de questions que nous allons évoquer un peu plus loin, notamment les personnels des pays du Sud, la formation. Éric Gazeau, vous avez été beaucoup sur le terrain avant d'être directeur de Résonance Humanitaire. Vous avez vu, vous, ces jeunes Bioforce sur le terrain. Donc, est-ce que les formations vous ont apparu adaptées à la réalité du terrain ? Oui, alors, moi je parlerai, il y a la formation et le recrutement. Oui. Et je pense que le recrutement c'est essentiel aussi, c'est-à-dire placer la bonne personne au bon endroit, dans le bon contexte, avec la bonne équipe.